Bonjour à tous, moi c'est Manu. On se retrouve pour l'épisode 3 de la rénovation de notre maison en Pizet de 1850. 2 mois se sont passés depuis l'épisode 2. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche les épisodes précédents. En 2 mois de temps avec le frangin, on a pu avancer et on a perdu un peu de temps sur un pôle. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir tout ça. On va attaquer par la pose des IPE au rez-de-chaussée qui vont nous permettre de brider nos solives et notre plancher de l'étage. Les solives, elles sont saines et elles font bien leur boulot. La preuve, quand on a fait la démolition, elles avaient en charge quasiment 6 tonnes de murs. Mais après cette démolition, on s'est rendu compte qu'on avait un effet trampoline à l'étage. Et c'est ça qu'on veut gommer. Pour que tu comprennes bien cette étape, ces IPE vont nous servir de poutre de bridage et de raidissement du plancher. En aucun cas, ils vont porter l'étage. Sinon, on aurait dû partir sur des sections bien plus importantes. Ça s'appelle le grand moment de solitude. C'est une sacrée mission pour les rentrées. Chaque longueur 9 mètres pèse 150 kg. Donc là, on s'aide avec des crics, des planches à roulettes. Pour les passer là-haut, j'en souffle encore. Il disait, je suis pas prêt. Et ben ouais, mais t'es pas prêt, faut lever. Ouais, il va faire tout à l'épaule, il a les machines, il veut pas s'en servir. La grande longueur, on la recoupera sur place à la bonne dimension. Le frangin, lui, il va attaquer les poteaux. Donc là, il faut tous les découper. On en a 4 par habitation au rez-de-chaussée. Là, on dit un grand merci à la scie ruban, à Métaux. Ça sort des coupes bien nettes et c'est important pour les soudures qu'on doit réaliser par la suite. Une fois que les poteaux vont être découpés, on va faire des plats en dessous et au-dessus. On a pris des plats d'1 cm d'épaisseur. Les parties basses et les parties hautes, elles font 20 par 16. Ça demande beaucoup de préparation en amont. Faut tout poncer, tout percer. On soude les plats en bas et en haut des poteaux. Et chez le frangin, on a rajouté des ailettes de renfort parce que les IPE, ils n'arriveront pas parfaitement alignés au poteau. On a les plats qui sont assemblés sur les 4 premiers et on va regarder la soudure d'un peu plus près. Ça, c'est le poste à souder que le frangin il utilise. C'est un semi-auto à fil fourré. Ça va le perceur fou? Ça va. Il voulait une perceuse à colonne, regarde. C'est lui la perceuse à colonne. Mais pas avec les mèches d'action, on pris les mèches Bosch, parce que les mèches d'action, j'en ai déjà cassé 2. Les mèches action en métal, c'est fait pour tout sauf le métal. Non mais c'est vrai en plus. Ah non, regarde, c'est écrit métal, bois et PVC. Ah mais c'est multi en plus. Ouais mais c'est fait juste pour le... C'est pour ça que t'en as 130. Nos poteaux, ils sont prêts, on les a peints avec une peinture anti-rouille et on a fait un plat en haut de 8 par 16 pour pouvoir les boulonner à la grande de 9 mètres. Le frangin il se moquait de moi en disant que je voulais tout faire à l'épaule. Je lui ai montré une petite astuce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et travailler en sécurité. Je vais repercer les parquets à l'étage. On va fixer des chutes de solives sur le plancher des combles. Ça va nous permettre d'accrocher des sangles et des palans. Ça sera beaucoup plus facile pour présenter les IPE à 2. On vient les présenter. Une fois qu'ils sont bien positionnés comme on le souhaite, on va venir présenter les poteaux. On va pouvoir marquer exactement l'empreinte sur les grandes longueurs de 9 mètres. Après, on les redescend, on les tourne et on les perce. Ça a été une sacrée opération. C'est ça le pôle qui nous a fait perdre beaucoup de temps. On les représente et on boulonne la grande de 9 mètres avec ces 2 poteaux. Une fois que tout est bien solidaire, on fait les percements dans le sol et on vient les fixer. Lui, je l'appelle le secoueur. Lui, il passe son temps à tout secouer. Faut être sûr que tout tienne bien. Pour relever les IPA, il y a une accroche qui est en sandwich. Ouais. Ça fait un crochet, tu peux mettre On pourrait se faire des tyroliennes même dans les baraques pour les gosses. Ça, c'est les vis qu'on a utilisées pour boulonner l'ensemble des IPE entre eux. Et ça, c'est les boulons d'ancrage à frapper dans le béton qu'on s'est servi pour les fixations au sol. Pour bien brider notre plancher, on va ressouder des plats sur toute la longueur de l'IPE de 9 mètres à chaque rencontre avec une solive. Avant de visser ces plats dans les solives, on va venir faire un calage parce qu'il n'y a pas une seule solive qui a la même hauteur. Donc là, on va utiliser un intercalaire en EPDM, en caoutchouc, et des plats en métal de différentes épaisseurs pour jouer au mieux avec les différences qu'on a. Le but, c'est vraiment de les lever légèrement, 1 mm ou 2, juste pour que ça nous pince l'intercalaire en caoutchouc. Comme ça, les vibrations, elles iront dans ce morceau de caoutchouc et ça se transférera pas dans la poutre en métal. Et ça permettra aussi aux solives, une fois qu'on aura chargé l'étage, de descendre sans appuyer sur l'IPE. Une fois que tous les calages sont réalisés, là, on peut venir visser directement le plat qu'on a soudé dans les solives. C'est pour ça aussi qu'on a vissé et pas boulonné pour qu'elles puissent aussi redescendre et pas transférer toute leur charge sur l'IPE. J'ai fait un joint de Sikaflex noir des 2 côtés de notre calage pour pas qu'il bouge avec le temps. Vous êtes très nombreux en commentaire à me poser des questions sur la maison, sur l'outillage, sur les produits qu'on utilise, que ce soit les produits de mise en œuvre ou les consommables. J'ai créé un site où je vous ai répertorié
tout ça à l'intérieur. Je vous ai mis d'ailleurs en description le lien pour retrouver ce site. Je remercie l'entreprise Hostinger de m'avoir permis de créer ce site. D'ailleurs, ils sponsorisent cette vidéo. Hostinger, c'est une plateforme où on va pouvoir créer un site internet. Que tu sois débutant ou professionnel, c'est très facilement accessible. Que tu sois gérant d'entreprise ou que tu aies besoin de créer un blog pour partager ta passion, ils ont des offres qui commencent à partir de 3,99 €. Je te fais une petite démo pour te montrer à quel point c'est pratique et rapide. Là, j'ai cliqué sur créer, j'ai répondu à la question d'à qui était destiné le site. Après, tu choisis l'assistance que tu as besoin avec l'IA. On me demande si je veux créer un nouveau site ou migrer sur un déjà existant. Moi, j'en crée un tout nouveau. La version Hosting Horizon, c'est une création à 100% par l'IA. Perso, j'ai décidé de pouvoir modifier moi-même la template, créée à partir de mes demandes. Je suis parti sur la version créateur de site avec l'IA. Tu choisis ton nom de domaine. Bon, moi, ça tombe bien, il est dispo. La première année avec Hostinger, l'hébergement, il est gratuit. Tu enregistres bien ton nom de domaine avec toutes tes infos. Une fois que c'est fait, ça te renvoie vers le créateur de site. Et là, l'IA prend le relais. Je décris mon entreprise ou mon projet, ce que je veux sur mon site, et en quelques secondes, j'ai une base qui est prête. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les visuels, de pouvoir décrire l'activité qu'on fait dans nos épisodes, mettre des liens et des photos avec tout ce qui est outils et produits. Et ça, franchement, c'est super facile. Chaque section, tu peux la modifier le nombre de fois que tu veux, jusqu'à obtenir le résultat qui te convient. Si tu étais dans la réflexion de lancer ton site internet, c'est le bon moment. Hostinger nous a fait un code promo pour la communauté, c'était FSM et ça donne droit à 10% de remise. Et tu peux retrouver toutes les infos de Hostinger en lien dans la description. Pour finir avec les IPE, ils vont pas reprendre la totalité de la charge de l'étage, mais ils finiront quand même par en reprendre une petite partie. Quand on a fait nos calculs, on l'a pris en compte. Et si on regarde les tableaux qui sont donnés par la plupart des fabricants, il faut un IPE de 180 pour 9 mètres de long. Dans notre cas, ça nous permet d'avoir un raidisseur pour le plancher, c'est acceptable. Par contre, comme poutre principale porteur, là, ça serait pas bon. Je te montre le tableau de plus près des charges admissibles pour les poutres IPE. Donc là, on est bien sur un IPE de 160 par 82. On a le poids au mètre. On a bien une âme de 5 et un plat de 7,4. Ces mesures, c'est la charge maximale admissible uniformément répartie en kilos. Si demain, tu as besoin de mettre en œuvre des IPE, réfère-toi bien à ces tableaux pour avoir un bon dimensionnement de tes poutres. Vous êtes très nombreux depuis le premier épisode à me demander quel type de bandolette on utilise sur le chantier. Ça vient de chez Casto, c'est des enrouleurs de 25 mètres, ça fait 1000 lumens. C'est pas donné, mais franchement, c'est performant. On va attaquer la fabrication du moule pour faire nos appuis-fenêtres. Tout ça, j'ai acheté en GSB, c'est ce qu'ils appellent les plaques de protection. Donc, c'est de l'aglo, stratifié. Ça coûte une misère, j'ai payé 2 € la chute. J'ai regardé pour prendre une planche de coffrage de maçon. Alors elles sont faites, tu peux couler, il n'y a pas de problème de déformation. Par contre, on était à un peu plus de 100 € la plaque. Et là, ça m'a coûté 25 € et en plus, c'est débité. On n'est pas là pour faire les rapias, mais si on peut faire des économies, on les fait. Un appui de fenêtre sur mesure, ça nous coûtait 120 € TTC si on les faisait faire. Et là, j'ai calculé, on est à 25 € pièce, 20 € de béton et de ferraille. Et j'ai rajouté 5 € par appui pour amortir le moule, qui comprend toutes les chutes, les tasseaux et le silicone. En dimension, ce moule, il fait 70 de largeur par 116 de longueur. Là, donc, on va monter les deux joues de côté avec la plaque centrale. Je renforce tout avec des tasseaux, je visse par au-dessus, par en dessous. Je fais attention qu'à l'intérieur du moule, on n'ait aucun vis qui dépasse et aucun trou, pour avoir une finition la plus lisse possible. En termes de temps, pour faire le plan, aller chercher le matériel, il m'a fallu une petite matinée. Donc franchement, si ça peut nous faire économiser quasiment 1000 €, c'est bon à prendre. Ça reste des planches d'aggloméré. Par contre, il faudra bien que je pense à enduire tous les champs qui ne sont pas stratifiés pour pas qu'ils gonflent au fur et à mesure avec l'eau qui sera présente dans le béton. On peut déjà visualiser à quoi ressemblera notre futur appui. On va s'attaquer à la partie arrière qui est super importante. On va faire le rogingot où va venir poser la fenêtre. Il va faire 4 cm de largeur. À la sortie de ce rogingot, on va faire une pente à 45 pour avoir une bonne évacuation des eaux et qu'on n'ait pas d'infiltration dans le temps. On met la dernière face. J'ai rajouté des renforts à l'arrière. Avec 4 sacs, on va être quasiment à 140 kg l'appui. Et je vais remettre des renforts aussi dans la longueur. Notre petite pente à 45, j'essaie de l'aligner au mieux, que ça soit au plus juste. Je vais la graffer et après, on va s'attaquer au mastic. On mastique bien tous les côtés. À l'avant, j'avais fait exprès de décaisser un peu plus pour faire un joli mastic et qu'on ait un beau bord arrondi
Comme ça, quand on le démoule, on n'aura pas de finition à faire en plus. Le moule est prêt et on verra s'il arrive à tenir pour les 10 appuis à faire. On a enfin reçu nos fenêtres qu'on attend depuis 2 mois avec les volets. Bon, je suis même pas sur quel poste là, comme tu dis. On va la rentrer couchée. Hein. Il nous restera à trouver les portes d'entrée et les Velux. Donc notre râle, c'est ça, c'est cette couleur que tu vois ici là. On trie toutes les fenêtres et on numérote avec les volets. On a 2 références différentes. Une pour le rez-de-chaussée, une pour l'étage. Les fenêtres, on les a pris chez Fenêtre 24. Au niveau du prix et de la qualité, ce qui nous semblait être le meilleur. 10 fenêtres, une baie vitrée, une porte de garage. On est dans les 9, on a payé 9000 et quelques. Sur notre chantier, on reçoit pas que des matériaux, on reçoit aussi du matériel. Un grand merci à Handbot de participer au projet. Ils m'ont envoyé 2 robots de leur série M. Donc on a le M5 LiDAR et on a le M9. Ce que je te propose, c'est qu'on teste le M9 qui est fait pour 1000 mètres carrés. Pour l'instant, dans notre jardin, c'est un petit peu la guerre. J'ai demandé à ma voisine si elle pouvait nous prêter son jardin pour qu'on puisse le tester. Comme ça, on verra un peu ce que ça donne. Ce M9 de chez Handbot, il peut gérer des tontes entre 3 et 7 cm de hauteur. Au niveau de son poids, il pèse 10,1 kg. Il a un disque avec 5 lames. Il a une largeur de coupe de 20 cm. Pour régler la hauteur de coupe, c'est automatique via l'application. Dans la boîte, on va retrouver un jeu de lames de rechange, la station de charge, l'adaptateur de borne de recharge, un câble d'extension pour la borne de recharge, la station RTK physique, le piquet du mât de la station, le poteau, et on a une trousse avec des outils. Donc il utilise l'antenne RTK physique qui va lui permettre de se repérer et de cartographier, et il va combiner ça à sa double vision avec ses 2 caméras HDR qui ont une vision à 150 degrés et qui est enrichie par l'IA. Le deuxième mode de navigation, ça va être avec une connexion NetRTK. Donc tu n'auras plus besoin techniquement la RTK physique. Lui, à l'intérieur, le robot, il est équipé d'une carte SIM 4G et il va se connecter à un peu plus de 155 satellites qui va lui permettre de lui donner sa position en temps réel. Et il va associer ça, comme tout à l'heure, à sa double vision. Il peut gérer jusqu'à 30 zones différentes, roue motrice arrière. Il a une capacité de passage vertical de 40 mm. Il est IPX6. Il est équipé d'un capteur de pluie pour retourner à sa base. Et au niveau sonore, il est environ à 58 décibels. Il est équipé d'une batterie de 5 ampères-heure. Il a un temps de charge de 90 minutes. Il a une surface de tonte par heure qui est estimée à 150 mètres carrés à l'heure et un temps de tonte par charge de 90 minutes. L'abonnement NetRTK, il est offert pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, tu vas pouvoir utiliser ces 3 fréquences, continuer à utiliser la connexion NetRTK par satellite. T'es pas obligé de resouscrire un abonnement. Tu peux tout simplement utiliser ton antenne RTK physique. En revanche, si tu n'as plus de connexion 4G, il faudra bien penser à placer ta station de charge assez près de la maison pour qu'elle puisse recevoir la Wi-Fi. Ça permettra de faire les mises à jour de ton robot et de pouvoir dialoguer avec lui quand il rentre après avoir effectué sa tonte. Tu as 3 ans de garantie pour l'appareil en lui-même, donc le robot, et sa station de charge, et tu as 2 ans de garantie pour la batterie. Si les robots de la marque Handbot t'intéressent, je t'ai mis toutes leurs infos en lien dans ma description. Pour que ça soit bien clair, s'il y avait encore des gens qui comprenaient pas, quand c'est inscrit inclut une communication commerciale, je reçois un avantage, quel qu'il soit, pour parler de ce produit. Et quand je parle du produit en général, je remercie la marque ou je dis directement qu'elle sponsorise la vidéo. On est parti pour couler notre premier appui. On va utiliser un tri soudé de 3,5 en surface, sur le tiers supérieur. Ça va permettre d'éviter la fissuration à cause du changement de saison et de la pluie. Et on va utiliser du tord de 8 et de 6 qu'on va mettre dans le tiers inférieur pour supporter la traction. Je ligature à l'ancienne tous mes tords avec du fil de fer et une tenaille. Pour les puristes, je vais utiliser de l'huile basique. Je n'ai pas utilisé de l'huile spéciale pour des moulages. J'ai décidé d'utiliser des sacs de mélange béton tout prêt. Ça permettra d'avoir un mélange plus homogène. Et c'est aussi un côté pratique parce que je vais en couler un tous les 24 heures ou un tous les 48 heures. Ça évite de nettoyer la bétonnière à chaque fois. Et il y a un petit plus aussi, c'est qu'on a des adjuvants supplémentaires dans ces sacs. À chaque fois que je verse un sac dans mon moule, j'utilise bien la plaque vibrante pour bien vibrer le béton, pour qu'on soit le plus lisse possible, surtout sur le départ. Avec 4 sacs, on n'arrive pas en haut du moule, mais on a une épaisseur qui est convenable à l'avant et à l'arrière. Je me suis fait un tasseau où j'ai décaissé sur les côtés pour pouvoir le tirer le plus de niveau possible. Je finis par ajouter une barre ronde en fer qui va nous faire le stop-goutte. Je rajoute du poids par-dessus pour qu'au séchage,
le béton la repousse pas vers le haut. Je vais laisser 48 heures de séchage. C'est le moment de vérité. On va le démouler. Voilà. Super. Ah, il est joli. Il est beau, il est pas mal. Bon, là par contre, tu vois, les angles ont pété. Mais bon, ça c'est la partie qui va dans les murs. Lui, je vais laisser 48 heures de séchage. À mon avis, je peux leur laisser 72 pour que le béton fasse plus de prise. Tous les 72 heures, je suis revenu en couler un. J'en avais 4 à faire au rez-de-chaussée, 2 pour chez moi, 2 pour chez le frangin. On va bien leur laisser le temps de sécher pendant 3 semaines avant de les poser. Pour que ça soit plus simple pour la manutention, ce que je fais, c'est que je les coule vraiment à l'endroit au plus près où on va les poser. Pour les appuis de fenêtre à l'étage, j'ai remodifié le moule parce que le mur, il est beaucoup moins profond. En rez-de-chaussée, on avait environ 56 d'épaisseur. À l'étage, on a 50. Donc j'ai déduit les 6 cm. Niveau temps, il faut bien compter 45 minutes pour couper les ferrailles, graisser le moule et le couler. On a une nouvelle arrivante sur le chantier qui nous rend bien service. C'est donc la mini pelle. On a pu en profiter pour attaquer les extérieurs, enlever toutes les plus grosses souches qui par la suite sera le parking et l'aire de retournement. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, c'est la 18X de chez Bull Équipement. Je te mets les infos en fiche, puis tu retrouveras la vidéo à la fin de celle-ci. On a fait toute la dépose des fenêtres, étage et rez-de-chaussée, pour qu'on puisse venir poser les appuis. On analyse un petit peu ce qui a été fait. Au rez-de-chaussée, on a de la pierre et du béton, et à l'étage, on a briques, plâtre et béton. Donc on va essayer de s'adapter là-dessus. Là, on va décaisser de chaque côté du tableau les oreilles pour pouvoir rentrer l'appui de fenêtre à l'intérieur pour qu'il soit bien bloqué et pour limiter aussi les infiltrations d'eau. T'es tout rouge? Ah, je suis tout rouge. La semaine dernière, t'étais tout orange, là, t'es tout rouge. Voilà, c'est... Putain, c'est les briques. C'est les briques. C'est des conseils pas chers du beau-père, ça. Voilà, si tu dors que tu nu, là, tu fermes la fenêtre, hein, parce que sinon, tu vas attraper la grippe. Pour avoir la cote exacte, on a présenté une fenêtre sur un appui de fenêtre et on avait tracé en amont avec le frangin des repères pour que les fenêtres du rez-de-chaussée soient alignées. Idem pour l'étage. Oh, c'est la première, Fifi, c'est celle de test, hein, celle-là. Hein. Ah oui, c'est... Ça, c'est la première qui va décider tout le reste. Exactement. On se lance dans la pose du premier appui de fenêtre. Là, le frangin, il souffle comme c'est du piset. On humidifie bien le piset. On humidifie aussi l'appui de fenêtre. Là, j'ai fait un mortier sable et chaud avec du sable 02. Bon, là, vu le poids de l'appui de fenêtre, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis, hein. Il bougera pas, même s'il n'est pas collé de partout. Puis en plus, il sera pris en force avec les oreilles. Si le beau-père, il a bien bossé, on est de niveau. Et après, on nettoie tout. Le frangin, il est en train de piquer la botte là-bas. Et on va pouvoir faire le seuil en béton. La mini-pelle avait bien œuvré pour qu'on décaisse tout l'avant de la botte pour pas que l'eau s'infiltre dans la maison. Le fiston est venu me donner un coup de main pour coller le seuil de la porte vitrée. Au point le plus haut, on a 9 et au point le plus bas, on a 6. Quand on a décaissé, il restait pas mal de cailloux en dessous. Donc on s'est posé directement par-dessus. Et ça nous fait 3 cm de pente. On continue la pose des appuis de fenêtre. Et on va aller voir comment on va les gérer à l'étage. Tout ce béton que les anciens ils ont mis dans leur tableau. Avec 4-5 cm de béton par jambage. Et pareil, 4-5 de béton au-dessus. Les ouvertures, elles ont été modifiées dans les années 80. Depuis, il n'y a pas eu de fissures majeures qui se sont créées. On va se réadapter par-dessus. Si on regarde bien, ça fait un cadre qui est séparé du piset et qui se tient. Pour attraper toutes les hauteurs des fenêtres, j'ai fait des coffrages avec du Cyporex et après j'ai rempli de béton. J'ai utilisé du Cyporex de 15 et de 7. On se réadapte sur les tableaux qui étaient faits en béton et qui se tiennent. Là, j'ai fait un remplissage avec du Cyporex de 15 en dessous. Et après, j'ai fait mes coffrages avec mes bandeaux en Cyporex de 7. Et après, il n'y aura plus qu'à remplir au béton. À l'étage où j'ai repris les tableaux, on va coller les appuis de fenêtre avec du mortier-colle. J'ai pris du mortier-colle C2 qui vient de chez Parex Lanco. C'est la Proliterrace. L'avantage, c'est que tu peux la travailler en épaisseur. Voilà comment on règle nos appuis de fenêtre. On a notre trait de laser sur notre cloison placo fini. Et on a la cote à déduire pour que ça rentre pile poil dans le tapet d'isolation de la fenêtre. Nous, on essaye de respecter au mieux ce bâtiment et de lui donner une durée de vie la plus longue possible. Après, chacun fait ses choix techniques. Une maison en Pisay, c'est pas un voyage de tout repos. Pour résumer, comme tu auras compris, on essaye de respecter un maximum les recommandations pour les maisons en Pisay. Ça peut arriver de temps en temps qu'on s'écarte un peu du chemin pour des questions de rapidité parce qu'on n'a pas un temps illimité, mais ça reste vraiment minime si on regarde sur l'ensemble de la maison. On se lance avec la pose de la porte vitrée. On va tout poser en applique. Nous, on ne fait pas de pose en tunnel. En applique, ça va nous demander un peu plus de boulot en finition
parce que nos murs sont pas d'aplomb, et esthétiquement, à l'intérieur, notre placo arrivera à ras les fenêtres. On n'aura pas de décaisser et on pourra ouvrir nos fenêtres entièrement. Ces maisons en Pizet, elles sont tellement lourdes avec l'épaisseur des murs qu'elles sont fabriquées de faux aplombs, comme un château de cartes, ou un peu comme les contreforts qu'on va retrouver sur le pourtour des églises. Je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, il y a des grands jambages qui permettent de tenir ces très grandes hauteurs qui sont montées de biais. Et ces maisons, c'est pareil. Tu vois, si on regarde la face et qu'on prend la cote d'aplomb entre le bas et le haut, on a 12 cm qui rentrent à l'intérieur. Allez, je te montre comment on s'organise. On commence par la pose du compribande sur la partie basse de la fenêtre, qui va venir en appui sur le rogingot de notre appui. Accrocher comme ça rapidement, hop, pour pas qu'on ait de dévers. On a bien réglé aussi notre profondeur, pour bien qu'on soit aligné, tu vois, au placo. C'est comme tu as vu, on a les tapets d'isolation sur les côtés. Tapet d'isolation qui est là, et en fait notre placo, nous, la joue du placo, elle va se glisser, hop, là-dedans. Et après, tu vois, sur les côtés, là, bah, bien évidemment, hein, c'est mes vieilles maisons en rénovation. On va mettre un profil en PVC qu'on va coller et visser, et le compribande, il viendra sur cette partie, pour nous faire l'étanchéité à l'air. Et ça, on le fera sur ce côté, en haut, et sur le retour. Je te montre les fixations qu'on a fait, pas en time-lapse. Une fois qu'on a réglé la profondeur et le niveau général, on vient mettre 2 équerres en partie basse qu'on fixe sur l'appui. Sur la fenêtre, là, on a utilisé des autoperfs, parce qu'on n'avait pas encore reçu nos clameaux. Parce que dans tout le cadre de la fenêtre, tu as un cadre en métal. Sur les côtés, on a utilisé des plats comme ça de 3 mm, qu'on peut replier à la demande. Là au-dessus, même procédé, hein, on les a vissés directement dans la poutre en chaîne. Fixation avec les clameaux, c'est ça. Ton clameau, il vient dans ta rainure et tu viens le tourner pour le bloquer. Tu dévisses ton écrou et tu viens te reprendre dessus. Sur toutes les parties où on a du béton, on a chevillé, on a vissé. Et quand on veut se fixer directement dans le Pizet, on utilise ce type de vis. C'est de la vis de charpentier qui fait 8 par 160 et on l'envoie en direct dans le mur. Elle n'est pas en inox, mais elle est tout de même galvanisée. Si ton Pizet, il est bien serré, ta vis, elle bouge pas d'une oreille. Je sais ce que tu es venu chercher. Tu es venu chercher la poignée de la fenêtre. Ouais. Eh bien, ouais, je me suis dit, je vais lui donner, il va être heureux comme tout. On en prend une autre. Viens, on va prendre une On autre. va s'en acheter une de chantier, je crois. 15 balles. Je me suis dit, on va aller chercher la poignée, parce que lui, c'est son plaisir, c'est d'ouvrir la fenêtre. Là, on commence vraiment à voir l'avancement. On va distribuer toutes les fenêtres, hein, de partout. Après, on fait les étanchéités à l'air avec les PVC et les compribandes pour fermer de partout. Il me dit, oh, j'arrive pas à me filmer tout seul, faut qu'il vienne me filmer. Il aime bien que son frère il le filme et qu'il le regarde. Il s'y regarde, grand frère, comme je suis fort. Moi. Une fois la mission fenêtre, on va pouvoir enfin attaquer l'intérieur. Là, je te montre comment on monte les fenêtres. Donc, c'est le frangin qui a tout géré. On positionne le volet, on le dégrafe. On vient ouvrir le capot et on va venir emboîter les glissières où viennent glisser les volets à l'intérieur. On emboîte les caches et quand on les aligne, on fait dépasser légèrement le cache. C'est vraiment la glissière en elle-même qu'on aligne à la fenêtre. On décale le capot et on vient repercer le bord de la fenêtre et on va venir passer le câble électrique pour le moteur du volet. Après, on réaligne tout et on vient visser à l'autoperf les glissières directement sur les bords PVC de la fenêtre. On fait pareil des deux côtés. Dans la glissière, on a le passage pour le volet et l'autre côté, c'est creux. C'est là-dedans qu'on se visse. On utilise de la petite autoperf comme celle-ci. Après, on fait les repères et on fait la même opération pour fixer le capot. C'est pas dérangeant, c'est caché et ça gênera en rien le volet pour son ouverture et sa fermeture. Après, on rescotche le capot du volet en attente et il n'y a plus qu'à les poser. On a fini de distribuer tous les appuis et les fenêtres. Le frangin, il fait la dernière. Notre petit moule fait maison, il a bien tenu les 10 unités. Il aurait bien besoin d'une bonne révision et d'une reprise avec tous les joints en pourtour. Mais à mon avis, je pourrais encore en couler quelques-uns avec. Bon, il y a le beau-frère qui est venu s'occuper de nous faire les profils pour faire l'étanchéité à l'air. Donc tu vois, c'est ça que je te parlais, des profils. On a un compribande qui vient, bon, on va le voir de l'autre côté, contre la fenêtre. On a un compribande sur cette face-là qui va gonfler, un compribande ici. Après, quand on vient visser le profil, ça nous fera bien l'étanchéité à l'air. Une autre méthode qui aurait pu être intéressante, mais beaucoup plus onéreuse, ça aurait été de plaquer les joues avec du bois exotique, refaire le tour, hein, et mettre le compribande contre le bois exotique et contre la fenêtre. Mais là, ça nous faisait un surcoût. C'est pour ça qu'on utilisait cette méthode qui reste viable, mais qui coûte beaucoup moins cher. On fait super attention au budget parce que ça va super vite. À mon avis, cette année 2026, les prix vont encore flamber. On va pas mettre en péril notre chantier pour faire des économies d'argent. S'il y a des matériaux qui ont explosé et qu'on en a besoin, on va quand même les prendre pour pouvoir avancer. Et puis, on réduira sur des pôles qui sont moins importants.
Le budget piscine, par exemple, bah, si la piscine n'est pas faite tout de suite, bah, c'est pas grave, ça attendra. Si on peut trouver des alternatives moins chères, bah, on s'en prive pas, on les utilise. Toutes les ouvertures de base qui étaient trop grandes, où il y avait du béton, j'ai fait des reprises en Cyporex. C'est un matériau qui est léger, qui se travaille bien. Je l'ai collé pareil avec du mortier colle C2, la Proliterrasse. Ça permet aux endroits où on avait trop d'écart avec les fenêtres d'avoir une finition beaucoup plus propre. L'avantage du Cyporex, c'est qu'il est perméable, il bloque pas les échanges d'humidité. Pas comme le parpaing qui lui fait de la rétention. Nos appuis de fenêtre, ils font bien le job. Avec un gros pépère comme moi de plus de 100 kg qui fait que monter et descendre, ils n'ont pas bronché d'une oreille. Ils vont pas rester couleur béton. On va sûrement après les enduire pour avoir encore un résultat plus lisse et que ça soit le plus en harmonie avec la couleur finale de la façade. Notre épisode 3 se termine ici. On se retrouve très vite dans le 4. Là, cette fois-ci, on va vraiment se faire nos réseaux plomberie, électricité. Et on va continuer à préparer des extérieurs pour passer tous les réseaux, poser les clôtures. Et je te laisse un petit peu de suspense pour découvrir le reste. Si cette vidéo elle t'a plu, pense bien à bombarder de likes. N'hésite pas à la partager aussi si tu connais des gens qui sont fans de rénovation.